Bonjour Bonsoir. à tous et merci d'être présents ce soir. Ah oui, d'accord. Je t'ai marré, moi. C'était moi en premier. Non, je commence pas. C'est un essai de micro. Oui, c'est un essai. Je vais. Donc bonsoir, Voilà. je vous remercie au nom de la BFM d'être venu ce soir pour la présentation de l'exposition de livres d'artistes organisée dans le cadre des 20 ans. Plus particulièrement pour la présentation du livre de porcelaine, Le merveilleux haïtien, recueil de poèmes inédits de René de Pestre. Je vous présente Jean-François Demeure, plasticien, qui a conçu le livre avec la complicité de André Tabarot des éditions La Regondie. Agnès Bertonnet va intervenir 2-3 fois pour lire des poèmes de ce magnifique livre. Alors ce soir, je voulais dire que nos pensées et nos remerciements vont naturellement à René de Pestre, qui ne se déplace plus, vu son grand âge, mais il nous fait part de son enthousiasme et de ses remerciements d'avoir été mis à l'honneur. Nous remercions également, qui n'est pas là, Alain Druot de la 7, qui a filmé chaque livre et les présente sur la chaîne de la 7 à Limoges, ce qui nous permet d'en constituer un catalogue filmé, accessible bientôt, depuis la page d'accueil de notre site internet, catalogue appelé à s'enrichir chaque année des livres présents dans nos collections. Je laisse André et Jean-François vous conter cette aventure. Un verre de l'amitié sera servi à la sortie, à l'issue de la présentation. Et vous pourrez voir à la sortie 2 vitrines que nous avons consacrées aux livres d'artistes de Jean-François Demeure, qui sont présentés là un petit peu auprès de nous pour l'occasion. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée à tous. Merci. Bonjour à tous et merci d'être présents ce soir. Avant tout, j'aimerais redéfinir ce qu'est le livre d'artiste, du moins ce qu'il est pour les éditions La Regondie. Je parlerai donc de rencontres et reprendrai la formule qu'emploie Yves Perret dans son livre « Peinture et poésie », où il nous parle de livres de dialogue. C'est bien ce que nous avons essayé de faire dans ce livre, en faisant dialoguer le poète René de Pestre avec le plasticien Jean-François Demeure, et que de ce dialogue naisse un objet unique. L'idée de départ de ce livre est venue de ma rencontre avec Christiane Laurent, Patricia Laroussari et le pôle francophonie de la BFM, qui souhaitait, pour fêter les 20 ans de la BFM, la création d'un livre d'artistes à partir des écrits d'un des auteurs figurant dans leur fond. Alors, je lis, vous m'excuserez, j'ai tout préparé. De mon côté, j'avais depuis longtemps le désir de réaliser un livre en porcelaine. Limoges venant d'être labellisée par l'UNESCO ville créative pour les arts du feu, le moment était bien choisi. Tout d'abord, le choix de l'auteur au sein du pôle francophonie, avec pour ma part un souhait, travailler avec un poète vivant, afin que les mots dialogue et rencontre prennent tout leur sens. Ainsi, le nom de René de Pestre fut avancé. En ce qui concerne le choix de Jean-François Demeure comme plasticien, Jean-François Demeure comme plasticien s'imposait. En effet, la porcelaine est très présente dans son œuvre de sculpteur. Le feu vert fut donné par M. Julien Barlier, directeur de la BFM. Donc, l'aventure pouvait commencer. Tout d'abord, une expédition réunissant bibliothécaires spécialisés
de René Depestre, éditeur et plasticien à la Villa Adriana, près de Narbonne, lieu de vie du poète. Rencontre, début du dialogue. Deuxième étape, répartition des tâches avec toujours concertation permanente. Tout d'abord, choix des textes, recherche d'inédits par le pôle francophone et René Depestre. Appels téléphoniques et mails nombreux avec Christiane Laurent et les différents acteurs du projet. Dans le même temps, recherche avec Jean-François de la forme que pourrait prendre le livre et des interventions qu'il souhaitait faire de l'ouvrage. Je lui laisserai la parole dans un moment pour vous en parler. Donc, réalisation d'une maquette, choix des partenaires, porcelainier, relieur. Première étape, impression du texte par moi-même sur la presse des éditions. Deuxième étape, réalisation par Jean-François d'une matrice pour le moule en vue de la réalisation de la couverture. Puis, après des essais, réalisation des couvertures par les porcelaines Mérigou. Puis, passage à la reliure du centre. Retour chez le plasticien pour réaliser les emboutissages qui sont à l'intérieur du livre et empreinte de la main de René Depestre. Et voilà donc un objet, livre né de toutes ces rencontres, écriture, création plastique, savoir-faire de tous, mais surtout le carburant indispensable, l'amour de l'art et de la poésie. Merci à la ville de Limoges et à la BFM d'avoir aidé cette réalisation. Je vais donc laisser Jean-François Demeure vous parler de son travail en lien avec les textes. Puis Agnès Bertonnet vous lira des poèmes extraits du livre. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, nous poser des questions. Merci. Je laisse la parole à Jean-François. Mais merci à tous d'être venus d'abord. Évidemment, merci à la mairie, à la BFM et à René Depestre, évidemment, et à André, qui m'a sollicité pour entrer dans le jeu de cette création. Qui a été, il vous a déroulé les étapes, mais tout ça a pris pas loin d'un an et demi de travail, d'aller-retour entre la Villa Adriana, hein, qui porte le nom du roman que Depestre avait écrit dans les années 80 et qui lui avait permis d'avoir le prix Renaudot. Il faut peut-être aussi rappeler des choses comme ça. Et la difficulté aussi que Christiane et le pôle a eu de trouver des textes inédits, parce que je crois que René Depestre a encore 6 éditeurs, et il fallait trouver des textes qui soient libres de droit, pour des raisons évidentes. Bon. Donc tout ça a pris du temps, et ces textes étaient des textes épars. Il a fallu leur trouver une continuité. Et cette continuité s'est organisée après plusieurs lectures, des échanges. Je remercie aussi ma compagne qui nous a accompagnés dans ces lectures-là et qui a été de fort utile conseil.
puisqu'on est au moment des remerciements, évidemment, je remercie l'entreprise Mérigou qui nous a accueillis avec gourmandise, je pourrais dire, puisque vous savez peut-être que cette entreprise est plutôt spécialisée dans la porcelaine de quincaillerie, les poignées de porte, les choses comme ça. À mon grand étonnement, en visitant le lieu, j'ai vu que dans cette entreprise, on fabriquait encore des petits réceptacles pour l'encre, comme nous avions autrefois dans les écoles. Eh bien, ils en fabriquent encore pour le marché allemand. Donc, c'était intéressant de travailler avec eux parce que fabriquer du matériel de quincaillerie implique une rigueur technique. Et ce fut nécessaire pour la réalisation des moules, parce qu'il y a plusieurs moules. Il y a le moule effectivement de la première et de la quatrième, mais il a fallu aussi le moule du dos, dont André n'a pas parlé. Et il a fallu le faire à plusieurs reprises parce que pour ajuster l'épaisseur et la largeur par rapport à l'ouverture du livre, pour qu'il puisse s'ouvrir aussi, il fallait qu'il y ait du jeu. Donc ça a été un travail d'ajustement plusieurs moules ont été faits pour aboutir au résultat que vous voyez là. Les gens qui connaissent un petit peu les techniques de la porcelaine, je disais ça tout à l'heure à quelqu'un en haut, que faire en porcelaine une assiette ronde, enfin ce qu'on appelle une forme de révolution, ça peut être un cercle, disons. Le retrait de la matière ne pose pas de problème parce que tous les points sont équidistants du centre. Déjà, faire une assiette carrée, c'est plus compliqué, parce que les médianes et les bissectrices ne sont pas égales. Et donc, au moment du retrait, il peut y avoir des déformations. Il y a des déformations. Alors, il y a des techniques pour pallier à ce problème. Et faire un trapèze, évidemment, compliquait encore plus la chose, parce que là, il a fallu refaire le moule pour trouver les bons points de répartition de la barbotine dans le moule, pour qu'il se fasse de manière régulière et qu'il n'y ait pas des parties plus épaisses que d'autres. Donc tout ça, quand on voit l'objet terminé, on peut penser que tout ça est facile. Ça s'est fait par étapes. Mais que ça paraisse facile, c'est très bien. Je veux dire, l'objet n'a pas pour but de montrer tout le travail et toute la sueur que ça a nécessité. Si on pense qu'au contraire, il est tombé du ciel comme ça, comme un papillon, parce que c'est un petit peu aussi l'idée de la forme du livre, qu'il peut s'envoler. Parce que René de Pestre est lui-même un homme qui a beaucoup papillonné dans sa vie. Il a beaucoup circulé de par le monde, souvent en fuyant des lieux, à cause de ses engagements politiques, jusqu'à trouver un havre de paix finalement en France. Et au départ, je cherchais dans l'univers haïtien, dans la faune ou dans la flore, des éléments qui auraient pu me servir pour générer la forme. Puis en fait, René de Pestre étant un papillon lui-même, à la fois dans ses fuites politiques et dans ses histoires d'amour aussi, parce qu'elles sont longues et compliquées. Et à chaque fois qu'il a fui dans de nouvelles terres, évidemment, il y a eu de nouvelles aventures amoureuses aussi. Bon. Une partie des textes en parle, mais il parle aussi évidemment de sa terre natale. C'est pour ça qu'il a tenu à appeler ce livre Le merveilleux haïtien, même si l'éditeur et moi-même n'étions pas tout à fait d'accord quand je dis pas tout à fait, on n'était pas du tout d'accord sur le titre. Nous pensions qu'il y avait des titres qui auraient été plus à même de parler du réel contenu du livre, et qui me semble plus intéressant que ce que dit le titre simplement. Mais il a tenu à ce titre-là, donc on l'a respecté. Le livre a fait des va-et-vient entre le
le relieur qui a d'abord relié les feuilles imprimées. Ensuite, comment on dit ça, les livrets ont été assemblés. Et puis la couverture est arrivée de chez les établissements Mérigou et l'ensemble a pu être assemblé. Mais les dessins, entre guillemets, que moi j'appelle des sculptures minces, qui sont à l'intérieur, qui sont en fait des embossages. Ce ne sont pas des matissages faits à la presse. Tous les embossages ont été faits manuellement, un par un. Donc ça a été un long travail, à partir de matrices aussi. Mais la différence entre un gaufrage et un embossage, c'est que le gaufrage, on peut le faire à la presse, et ça presse le papier, et ça fait une empreinte en creux. Alors qu'un embossage, on repousse le papier par l'arrière de la feuille. Et ça, on ne peut pas le faire à la presse. On ne peut le faire qu'à la main. Mais à mon avis, en tout cas pour mon goût personnel, le résultat est je dirais plus proche de la sculpture que de la gravure, puisque l'embossage, au lieu d'être très plat, l'embossage donne une forme plus douce et plus arrondie. C'est moins sec, voilà. Alors, vous avez vu dans les vitrines essentiellement l'extérieur. Je pense que peut-être les curieux pourront regarder tout à l'heure le livre et l'ensemble des embossages qui ponctuent les textes de René de Pestre. Tout à l'heure aussi, vous pourrez voir deux choses. À la sortie, c'est Christiane Laurent qui va prier de vous dire ça. Il se trouve qu'il y a deux numéros de Vivre à Limoges. Un que vous pouvez récupérer gratuitement, comme ça. Il y en a une pile à l'extérieur, dans lequel il y a un article qui est consacré au livre. Le titre, ceci n'est pas qu'un livre. Bon. Et puis un autre qui est consacré à l'étiquette UNESCO qui a été attribuée à Limoges récemment à propos de la porcelaine. Donc vous avez les deux exemplaires, enfin deux piles de ces journaux que vous pouvez trouver à la sortie. Vous pouvez aussi, comme elle a rappelé, voir dans les vitrines, les vitrines qui sont en bas, un certain nombre de livres d'artistes que possède la médiathèque. Des livres d'artistes qui sont de nature différente, parce que André vous a donné sa définition du livre d'artiste. Elle n'est pas, il n'y a pas que celle-là. Moi, j'ai travaillé avec d'autres éditeurs qu'avec René qu'avec André, pardon. Et tous les livres que j'ai faits ne sont pas là parce que la médiathèque ne les possède pas tous. Bon. Donc, il y a des livres qui ont un caractère, je dirais, de diffusion moins bibliophilique, hein, qui sont des livres beaucoup plus accessibles. Donc, il y a des approches différentes du livre d'artiste. Moi, toutes m'intéressent. Celles qui, comme celle-ci, aboutissent à un livre précieux, et d'autres qui aboutissent à des objets qui sont faits pour circuler et à très bon marché, pour faire circuler du dessin, du texte, parce qu'il se trouve que moi, j'écris et je produis les deux. Il se trouve que le précédent livre qu'avec André, décidément, excuse-moi, qu'on a produit, je n'ai produit dans ce livre que la forme générale du livre et les textes. Et les illustrations ont été faites par une jeune artiste qui s'appelle Gaëlle Masse. Voilà. Donc, parfois, je fais les textes et les images. Parfois, je ne fais que les textes. Parfois, je ne fais que la forme. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai oublié quelque chose ? Non ? Bon. Agnès Bertonnet va lire deux textes qui se trouvent dans le livre, deux poèmes. Et après, vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez.
même au porcelainier Mérigou qui se trouve présent dans la salle. Question technique encore, si vous le souhaitez. Voilà, petite mise en bouche, 2 poèmes extraits du livre. Et puis les autres, vous viendrez les découvrir après, si le cœur vous en dit. Mère Caraïbe. Mère Caraïbe, notre mère, donnez-moi une vision de poète qui ne soit ni ethnologique, ni américide, éloignée de mon lyrisme, les visages et les aventures qui sentent le bouchon brûlé, éloignée de mes pas d'arbres au long cours, la chaux et les pièges sémantiques, indiens, blancs, noirs, mulâtres, jaunes. Mère des Indes occidentales, mère médiatrice d'îles et de terre ferme, force ombilicale des vents du sud et du nord, mettez à votre grand arc maternel et créole la double corde de mon chant d'homme libre. Mère francophone, tirez mes poèmes pour protéger le dur défi d'un archipel où l'histoire a perdu sa tête d'utopie. L'amour filial. Ce matin, mère, je veux déposer mes cris de guerre au mont-de-piété. Mes cris de sentinelle à la plus haute tour de la faim qui est nègre, de la honte qui est nègre, de la peine qui est nègre jusque dans ses branches les plus épaisses, jusque dans ses coups de lumière, vite engloutis par les chairs charnues de nos chansons, de la haine aussi qui est nègre, la haine à cheveux crépus et aux reins robustes comme des moteurs à réaction. La haine du colon, mère. La haine des flics et des serpents yankees dont la blancheur roule sans cesse des moulinets de ténèbres autour du cœur nègre. Ce matin, mère, je veux déposer des pierres orageuses de ma haine au mont de piété de la colère. Le temps pour ma voix de filer et de carder la plus pure laine de la tendresse et de jeter, mère, comme un tapis d'Orient sous les pas de ta fatigue, le grain sonore et ensoleillé de mon chant. Alors seulement je pourrai remonter les grands rapides de mon sang nègre jusqu'à ta candeur étoilée. Je pourrai lâcher dans ton feuillage maternel les milliers d'oiseaux ahuris de mon tourment. Peut-être il faut rappeler, parce que je sais qu'il y a des gens dans la salle qui se sentent très concernés par André Breton, que sans André Breton, probablement, on n'aurait pas les textes de René Depestre, puisque c'est lui qui l'a aidé au tout début, alors qu'il était un tout jeune homme, à venir en France et à poursuivre ses études. Il l'avait découvert parce que René Depestre, mais peut-être certains d'entre vous ont eu le temps de voir l'exposition qui lui était consacrée il y a quelques semaines là dans la médiathèque, tout son parcours. Et son parcours a commencé par effectivement la publication d'une petite revue et c'est à partir de cette revue que tout s'est enclenché. Voilà. Mais je pense que Christiane Laurent pourrait en dire davantage que moi là-dessus. Non, là, brûle pour point, non, j'en dirai pas plus. Peut-être il y a quelqu'un qui veut en dire plus. Je sais pas, Patricia. Non, mais juste bonsoir. On a travaillé énormément sur cette exposition sur Adriana qui a eu lieu récemment.
Bon, je ne vais pas refaire le parcours, hein, c'est pas l'objet, mais de toute façon, au fil des années, des mois à venir, régulièrement, nous sortirons des œuvres des archives de René Depestre, hein, de toute façon. Donc, vous serez avertis. Mais bon, je vais pas. C'est pas l'objet là de parler forcément de. Moi, j'ai beaucoup lu sa poésie surtout, et j'ai rencontré Monsieur Depestre en janvier et en juin. Voilà, et voilà, bon, après, je ne peux pas en dire plus que moi, je vous invite surtout à lire déjà les livres qu'il a faits, parce qu'on comprendra, quand on parle de merveilleux, du réalisme merveilleux, tout est dans ses livres. Hein. Et notamment, ce qui est très intéressant, moi, ça m'a permis de découvrir, parce que je ne connaissais pas du tout le monde des archives, enfin les archives francophones, les archives de René Depestre, c'est de faire le lien aussi, justement, entre tout ce qu'il a écrit, son œuvre, ses brouillons, et le résultat, enfin, aussi bien les romans que la poésie, que les essais, tout se rejoint. Là, vous avez vu, vous avez écouté, il y a des termes, hein, il parle du créole, la francophonie, bon, il y a la femme, il y a toutes les images, tout est dans ces livres, des poèmes, des romans et des essais aussi, hein, tout est lié. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, je suis peut-être à côté d'ailleurs de la réponse, mais voilà, j'espère en tout cas que vous aurez l'occasion de lire ces livres. Pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, je ne sais pas si on la remettra, puisqu'on a fait des panneaux sur sa vie et sur Adriana dans tous mes rêves. Voilà. Ce que vous pouvez dire, c'est que René Depestre, tout son fond est désormais ici. Alors, y compris ses albums photos, etc. Enfin. Voilà, depuis 2007, mais ça c'est Christiane quand même. Moi je suis arrivée après, en 2006. Voilà, c'est d'autres personnes qui ont, et notamment Christiane, qui a été chez René Depestre. Tu veux peut-être en parler pour pour faire un tri, récupérer les archives de René Depestre et notamment des livres de sa bibliothèque. Donc je repasse le micro à Christiane. Peut-être Oui, effectivement, en 2006, il nous a sollicité parce qu'il avait le désir de déposer ses archives à la bibliothèque tout simplement par rapport au festival. On venait juste de montrer au festival, le Festival des Francophonies, le journal d'un animal marin, si je ne m'abuse. Voilà, il nous a contactés et puis nous sommes allés voir ce qu'il nous proposait parce que c'était énorme. C'était non seulement ses archives, mais bien sûr Patrier. Mais c'est très difficile d'aborder ça. Mais également sa bibliothèque, ce qui se comprend tout à fait et ce qui se conçoit tout à fait, parce que c'est sa bibliothèque, ses livres qui ont fait l'homme, qui ont fait l'écrivain. Et donc, voilà, chaque livre qu'on ouvrait, il y avait toute sa documentation, toute sa documentation, en fait, c'était un système de rangement pour lui. Enfin, je dis c'est toujours un système de rangement pour lui. Toute la correspondance qui concerne un livre qui lui a été envoyé par tel ou tel écrivain, par exemple Édouard Glissant, le livre dédicacé contient toutes les correspondances d'Édouard Glissant, plus des coupures de presse dans tous les sens. Face à tout ça, c'était assez difficile. Et puis, on s'arrêtait à chaque livre où il me racontait l'histoire du livre, l'histoire de la rencontre avec l'écrivain. C'était d'une richesse extraordinaire. J'aurais souhaité avoir un magnéto pour pouvoir l'enregistrer parce que c'était merveilleux de pouvoir... C'était un réel privilège de pouvoir être auprès de lui. Et puis, il est d'une gentillesse, voilà, sans nom. Voilà. Bon, je ne sais pas si je m'embarque sur un autre, vers un autre domaine. Alors, peut-être que vous avez des questions à poser par rapport au livre d'artiste, oui. Par rapport à la technique de la porcelaine. Alors, je vais passer une photo. Oh, ça, c'est mon téléphone.
bonsoir. Vous avez parlé tous les deux beaucoup de la forme du livre. On a eu un aperçu du contenu texte par la petite lecture. Mais est-ce qu'il y a une thématique ou un fil conducteur dans toutes les œuvres embossées à l'intérieur du livre? Et si oui, lequel? Je réponds. C'est toi le plasticien. Ben, les textes étaient des textes un peu épars. Oui. On a essayé de trouver une logique dans leur succession, parce que il faut le voir. En fait, on est parti un petit peu, je dirais, de l'idée des origines, c'est-à-dire il y a un texte qui a été lu, Mère Caraïbe, et puis ensuite il parle de sa mère, et puis après il parle de son corps. Et il parle des femmes. Enfin, bon, voilà, en gros, comment on a organisé la succession des textes, partant du terroir, en quelque sorte, enfin des Caraïbes dont il parle, et des îles, hein, parce qu'il parle des Caraïbes, mais il parle des îles aussi sous le vent, enfin, il parle du vent. Et les illustrations, en fait, je mets ça entre guillemets, en tout cas mes interventions, elles sont entre chaque séquence. Donc il y a des séquences qui sont un peu séparées, une sur les Caraïbes, une sur au fond sur les Antilles en général, sur sa mère, sur son corps à lui, et sur sa vieillesse, hein, parce qu'en fait, moi j'aime beaucoup les parties qui sont consacrées à ça. D'ailleurs, j'ai pas mal développé puisqu'il parle des 5 sens. Et en fait, comment ces 5 sens, à l'âge qu'il a maintenant, ils ont perdu un petit peu de leur Vitalité. Oui, enfin de leur vivacité. C'est-à-dire, le matin, il dit qu'il sent plus l'odeur du café, qu'il a le goût, il a plus le goût de l'extrême saveur des fruits. Enfin, il dit ça beaucoup mieux que moi. Hein. Sa vue à Milan, etc. Enfin bon, et son ouïe n'entend plus le chant des oiseaux le matin. Enfin, en gros, c'est tout ça. Et puis, comme ça a été quand même un très grand amoureux, on a terminé sur un texte qui s'appelle Éloge de la femme, et qui pour lui est une espèce de, je crois que ça traverse tous ses romans et tous ses fantasmes. Donc on a terminé le livre là-dessus, parce que quand on l'a rencontré, il nous a parlé avec beaucoup de fierté, d'une certaine manière, d'anciennes amours qui lui écrivent encore. Bon. Donc, il semblerait qu'il ait laissé, et parfois dans des endroits très lointains, des souvenirs encore très vifs, puisqu'on lui écrit encore des lettres très tendres. Et lui qui a commencé dans la vivacité du combat et de l'engagement, maintenant son engagement, et c'est pas un dégagement, hein, c'est vraiment un engagement qui revendique comme tel. Dans un des textes qui a été lu, c'est dit, puisqu'il dit au fond qu'il laisse maintenant la dureté de ses colères au banc de piété, et il parle de tendresse. Mais aujourd'hui, son engagement, c'est la tendresse. Et donc, on a terminé au fond sur le rapport à la fois à l'érotisme et à la tendresse. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question, mais je pense qu'il suffit d'ouvrir le livre et vous comprendrez. Au départ, le choix des textes a été très difficile. Enfin, il nous avait donné quelques pistes et c'était très épars, comme vous disiez. Il nous avait même donné des essais, textes, oui. des essais. Hein. Donc, ça correspondait pas trop non plus à l'idée qu'on avait du livre d'artiste. On préférait se diriger vers des poèmes.
Et il a été difficile de déterminer également quels poèmes étaient réellement des inédits, parce qu'il a pu réécrire plusieurs fois des poèmes avec des petites différences, et un qui avait une grosse différence, L'amour filial, qui a été lu tout à l'heure par Agnès. Eh bien, ce poème-là se retrouve édité, mais sous une forme totalement différente. Ou je me trompe peut-être, c'est peut-être non, c'est Mère Caraïbe, qui a deux formes totalement différentes. Et le poème qui figure, donc je reviens sur L'amour filial, qui figure dans le livre. En fait, c'est une archive qu'on a trouvée, qui n'est même pas de la main de De Pestre. C'est un poème il nous l'a précisé ensuite, qui a été recopié par sa première femme, Dito. Donc c'est très touchant. Très touchant d'avoir cet original, et ce poème donc est inédit, il était inconnu. Voilà, c'est très précieux. Voilà. Pas d'autres questions? Ah, si, tout au fond. Il y a plein de choses qui ont été dites. Mais j'en ai une à double entrée. Pour nous, la porcelaine, c'est très beau, c'est superbe. Vraiment, offrir un écrin comme ça à un poète, ça, pour nous, à Limoges, ça a un sens. Pour lui, je voudrais savoir, est-ce que ça lui parlait ou parlait pas du tout, ou est-ce qu'au fur et à mesure que le travail avançait, il a compris ce que ça représentait, ou finalement ça aurait été une couverture en bambou, ou en bois, ou en je sais pas quoi, ou en écaille, ça aurait été pour lui la même chose, ou est-ce que le blanc de la porcelaine, le précieux que nous lui accordons, il l'a imaginé? Voilà, ça m'intéresserait de savoir si au fur et à mesure il a pigé ça. Et puis deuxième question, est-ce qu'une fois que le travail a été commencé, vous avez évoqué le fait que les textes arrivaient un peu comme ça en vrac, est-ce que dans ce livre-là, qui était un livre précieux, il y a un moment où il s'est dit, où il vous a dit, oui, mais dans ce recueil-là, il y a ce texte-là que je voudrais bien y voir. Voilà. Est-ce que, ou finalement non, c'était pas le problème? Oui, tous les textes choisis, et il les a voulu souhaiter comme le titre. Absolument. Il était partant, déterminé, et absolument déterminé. À 93 ans, hein, c'est ça? Oui, 93 ans, il cédait rien. Non, c'était... Bon, il maîtrise vraiment. Quant à la porcelaine, je ne peux pas vous répondre. Je ne lui ai pas posé la question s'il avait une idée de l'image que ça allait donner. Bon, ce qu'il y a de certain, c'est que quand on l'a rencontré, il ne savait pas du tout ce que c'était qu'un livre d'artiste. Oui, voilà. Et donc, André lui avait apporté des exemplaires de livres qu'il avait faits. Et il était très étonné, surtout que André fait des livres qui ont souvent un caractère d'objet. Donc pour lui, c'était pas un livre. Enfin, c'était pas un livre. Ça a été une source d'étonnement. Oui. Et André avait apporté aussi le livre qu'on a fait ensemble, et il était aussi très étonné et très curieux en même temps de savoir ce qu'on allait faire. Oui, mais ça lui plaisait et il était partant. Il était tout à fait partant pour une aventure dont il ignorait tout, en fait. Oui, il ignorait tout. Mais au final, il vous a fait part de sa grande joie. Il a eu le livre il y a quelques jours, et bon, il est très, très heureux, très honoré, en plus. Dit-il toujours, oui. Mais très heureux d'avoir ce livre, et voilà, ça lui a beaucoup plu. Oui. Alors, pour te répondre, Michel, il aurait été en bambou. Je pense que probablement il aurait été honoré aussi, hein, mais oui. Oui. Chaud. Mais bon, ça a un sens parce que c'est à Limoges, évidemment, et que son fond est à Limoges. Enfin, il y a une espèce de cohérence de tout ça. Mais
On t'a répondu? Bonsoir. Alors voilà, moi je ne connais pas l'œuvre de René Depestre. Mais quand je suis arrivée, que j'ai commencé à regarder dans les vitrines, je n'avais pas lu que c'était haïtien, que c'était un auteur haïtien. Donc moi je n'ai vu que l'objet. Et ce que j'ai vu en premier, c'est la couverture avec, je ne sais pas, ces dessins. J'ai pensé que ça pouvait être peut-être des dessins australiens, mélanésiens, berbères, amérindiens, polynésiens, mais pas du tout que c'était quelque chose qui était lié à Haïti. Ensuite, la deuxième impression que j'ai eue, c'est que ça m'a rappelé les tablettes irakiennes qui se faisaient il y a 5000 ans. C'est-à-dire que le texte écrit sur un objet solide, ça servait pour le commerce. Donc pour des choses tout à fait ordinaires, pour la vente, je ne sais pas moi, de produits, de céréales, etc. Et donc le fait qu'il y ait une conjonction, enfin c'est une interprétation que je fais, je trouve intéressant qu'un écrivain haïtien se serve d'un objet, se saisisse d'un objet qui, à l'origine, servait à vendre, et pourquoi pas vendre aussi des êtres humains, quelqu'un qui vient d'Haïti et qui a pris cet objet et qui en a fait une poésie, qui s'est développée à l'intérieur de ce livre, à l'intérieur de cet objet. Donc pour moi, ça a un sens très particulier. Je dirais que ça parle peut-être de l'humanité. Je ne pense pas que ce serait pareil si c'était, comme vous dites, en bambou, en bois. Là, on a vraiment quelque chose qui est tiré de la terre. Parce que les tablettes, en Irak, elles étaient tirées de la terre, comme la porcelaine. Donc pour moi, ça m'a rappelé ça. Voilà, c'est une réflexion que je me fais. Ben, c'est votre avis. Là. Je pense qu'effectivement, la porcelaine, c'était cohérent d'une part par rapport à son travail, d'autre part par rapport à sa présence dans le fond à Limoges. Quand je disais ça aurait, pour lui, je pense que ça aurait été ailleurs et qu'on m'aurait demandé ailleurs de faire un livre avec du bambou, eh ben, il aurait été différent. Mais je pense qu'il aurait été probablement aussi en relation avec ses textes d'une autre manière. Hein. Je peux pas, enfin, il aurait fallu y être confronté parce que le bois aussi, dans l'histoire de l'humanité et de l'écriture, dans le monde arabe notamment, les tablettes ou les papyrus, hein, enfin, le papier hein, issu du bois aussi. Bon, donc, et tout ça est issu de la terre. Bon. Mais que vous fassiez des liens entre les dessins. Et aujourd'hui, comme il y a une world cuisine, là, les artistes de partout sont informés sur ce qui se passe partout. Donc moi j'ai vu effectivement des choses mélanésiennes, aborigènes, évidemment sumériennes, etc. Enfin bon, on a tous un bagage visuel qui n'est plus réduit au monde auquel on appartient, parce qu'on appartient à un monde qui est élargi aujourd'hui. Et donc toutes les formes d'une certaine manière, on se les approprie, elles nous appartiennent. Donc on est forcément traversé par tout ça. Et mon travail, il est forcément traversé par tout ce qui m'a nourri. Donc évidemment, tout ce que vous avez évoqué. Après, j'essaie d'en faire une chose qui est aussi la mienne, en dialogue avec les textes de René Depestre. Oui, il en existe 50 exemplaires, oui. Généralement, les éditions précieuses comme ça, parce que ça a un coût, c'est souvent des tirages relativement limités.
moi, le livre qui a été tiré en plus grand nombre d'exemplaires auquel j'ai participé, mais c'est un livre un peu particulier. C'est pas vraiment un livre d'artiste. C'est le livre que j'ai écrit et qui contient surtout le film que j'ai fait à partir de l'œuvre de Monet. Le livre qui s'appelle Monet en Creuse, et là qui a été édité à 1500 exemplaires. Mais la plupart des livres d'artistes avec les éditeurs avec lesquels j'ai travaillé, et quelquefois parce que ça a un sens, il y en a un qui est dans la vitrine qui a été tiré à 99 exemplaires. Comme les 99 noms de Dieu dans la culture juive ou la culture musulmane, voilà. Parce que sur la couverture, vous verrez, il y a 4. Je me suis servi des noms qu'on donnait généralement autrefois aux orphelins. Et puis comment aussi à la Révolution française, parce que jusqu'à la Révolution, on appelait les dieudonnés, etc. Enfin bon. Et puis tout d'un coup, c'est devenu de la rue, trouvé. C'est devenu laïque. Bon. Donc je me suis intéressé à ces choses-là et je voulais qu'il n'y ait que 99 exemplaires pour cette raison-là. Et l'éditeur qui n'était pas André a accepté. Bon, parce que généralement dans les dialogues avec les éditeurs, ce qui est important de dire par rapport aux éditeurs, c'est que j'ai fait des livres en auto-édition. Beaucoup d'artistes font ça aujourd'hui avec les imprimantes. Enfin, c'est assez facile de faire de l'édition. Même mes enfants, quand ils étaient petits, on fait des petits fascicules de poésie. Quand on est enfant, on écrit de la poésie. Bon, en vieillissant, ça s'est évanoui, ça, mais c'est dommage, c'est comme ça. Mais tous les livres que j'ai faits avec des éditeurs sont plus que ceux... Enfin, ils sont différents que ceux que j'ai pu produire tout seul. Et l'intérêt qui a travaillé avec un éditeur, en dehors du fait qu'un éditeur sait diffuser, faire un livre, c'est pas très compliqué de le fabriquer. C'est beaucoup plus compliqué de le diffuser. Et alors, ça, c'est un des intérêts de travailler avec un éditeur, mais l'intérêt majeur, c'est qu'avec un éditeur, on a un interlocuteur et le livre, à la fin, il n'est pas ce qu'on avait imaginé qu'il serait au début. Et puis, quelquefois, c'est l'inverse. L'éditeur qui vient vous chercher, et parce qu'il vient vous chercher, ça a été le cas de ce livre, on fait un chemin en commun, et c'est en commun que naît un livre ce livre, si on n'était pas venu me le chercher, j'aurais jamais fait un livre, j'aurais pas été rencontrer René Depestre et j'aurais pas fait un livre avec de la porcelaine. Peut-être un jour, mais en tout cas pas ce livre-là. Donc l'importance des petits éditeurs, mais même je pense que les grands éditeurs, c'est pareil pour les auteurs. Le rôle on a toujours besoin, quand on est créateur, quel que soit le médium qu'on utilise, d'avoir un partenaire qui vous oblige à avoir du recul sur ce que vous produisez. Et on sait très bien que les éditeurs, quelquefois, ils conseillent aux auteurs de couper certaines choses et ça permet de se positionner, d'avoir un avis, d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Mais en tout cas, au moment où on a des incertitudes, de faire des choix. Et c'est très important pour ça que de collaborer. On ne travaille jamais seul, en fait. Même s'il y a des moments où dans la création, on est seul, mais on ne travaille pas pour soi. On travaille pour soi, mais en direction des autres et avec un François Didiot, qui était un grand éditeur, peut-être un des tout premiers éditeurs de livres d'artistes, les éditions du Sol, la Nuit Noire. La médiathèque possède de très beaux ouvrages de François Didiot. François Didiot disait moi, je suis un chef d'orchestre. Et je trouve ça assez juste parce qu'il mettait en relation un poète et un plasticien.
Et puis, il était le chef d'orchestre. Mais on sait comment un chef d'orchestre, dans un orchestre, c'est lui qui donne le tempo. Donc, c'est important de reconnaître le rôle essentiel de l'éditeur. Donc, merci, André. Je te remercie aussi, François. Bon, pour vous dire que les éditions font des tirages à 50 exemplaires maximum. Voilà. Au tout début, c'était pas le cas. Et ils étaient complètement fous. Ils sont allés jusqu'à 150 exemplaires. Mais maintenant, c'est plutôt entre 25 et 40 exemplaires. Voilà. Je voudrais juste poser une question à Jean-François, si on a le temps. Oui. Ouais. C'est par rapport à la collaboration et le rapport entre le fond et la forme. Moi, j'ai commis 2 petits livres d'artistes, un avec Sixtus et avec Didier Mathieu, puis j'ai été longtemps au centre du livre d'artistes, à l'époque de Queco, disons, et puis un avec la filigrane, avec la galerie La Main Courante. Dans le premier, j'avais aucune idée de ce que ferait Didier Mathieu. Donc moi, j'ai commis un texte qui s'appelait L'envers des corps. Peut-être que ça a initié une forme dans le contenu, mais les amis qui l'ont vu et moi-même, il y avait des moments, par rapport à une prose poétique, ça fonctionnait pas parce que il y avait par exemple un carton assez gros au milieu qui était l'œuvre du plasticien, mais on pouvait pas ouvrir le livre et on pouvait pas feuilleter les feuilles. Et je me suis fait cette réflexion en disant, un peu comme Char peut-être, vous voyez, ou de l'époque de cette amitié des livres d'artistes, parce que si on avait à faire l'histoire du centre des livres d'artistes, j'y ai fait quelques années comme pas mal de gens, jusqu'à les dernières années de Queco à la vice-présidence, il y a eu une évolution très grande, puisqu'après, c'était plus l'amitié entre un poète et un auteur, comme avait pu le connaître, par exemple, Char, les surréalistes ou autre chose. Et donc, de ne pas ouvrir le livre, je me suis dit, bon Dieu, qu'est-ce qui fait qu'un texte se tienne ? Ben moi, je pensais une grande marge de silence. Autant j'apprécie Didier Mathieu, c'est un ami, je ne vais pas critiquer, je respecte totalement le fait qu'il ait fait œuvre. Mais je me suis dit, tiens, c'est un peu à mon détriment et ça enlève à la chose. Parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux que cette grande marge de silence pour faire entendre ? C'est le même problème quand on met des mots en italique. J'ai tendance à mettre... Je me suis dit, tiens, maintenant, je mets de plus en plus de mots en italique dans mes textes. Je parle auprès d'éditeurs ou de critiques d'art, disons. Et pourquoi je faisais ça ? Parce que je voulais faire entendre le sous-entendu. Et le deuxième, avec une rivière au bout de la langue, c'était pareil que toi, Jean-François, c'était une idée de Yves, comment s'appelle, de la galerie L'Œil Écoute, qui était un lieu formidable et qui a initié plein de livres, Jean-Paul Chavant, avec, voyez. Et donc, l'idée, c'était une promenade littéraire en remontant jusqu'à Crozant. Et j'ai appelé ça une rivière au bout de la langue, parce que ceux qui connaissent Crozant, vous voyez que en bout, on dirait que c'était une langue. Mon idée, c'était, je veux faire une fabrique de l'eau, comme Pont, j'avais fait une fabrique du pré en Haute-Loire. Vous vous rappelez de ce texte magnifique. Mais j'avais dans la tête, au début, parce que ce qui m'a mis en écriture, c'était les premiers bouquins de Skira, où il y avait cette amitié entre un auteur et les images. Et le livre qui m'a fait écrire, c'était, comment dire, L'arrière-pays de Yves Bonnefoy. On en a parlé assez longuement avec Yves de ce côté-là. Et j'ai dit, c'est grâce à ce livre-là. Donc peut-être avais-je cette rêverie au début. Et donc, par rapport à cette rivière, j'avais au départ pensé mettre une rivière en galet japonais, un ricochet par rapport à l'eau. Et puis après, changement de choses, c'est il y a une photographe qui va sur le parcours, c'est intéressant ça. Et aucun de nous ne savait ce qu'allait faire l'autre. Alors, ça peut être intéressant par rapport à ça, parce qu'on se dit, tiens, la personne a fait ça, et c'est une œuvre à part entière. C'était Marie-Pierre Saunier, et elle a fait avec des images sur transparence, etc. Mais j'ai pas eu, alors je dirais, la chance peut-être de faire en collaboration un livre comme vous avez pu le faire, puisque vous avez parlé finalement
du fond et de la forme, ou de la forme et du texte. Et je me suis dit, tiens, quelle est la définition finalement du livre d'artiste? Puisque toi, Jean-François, tu as l'air de dire, peu importe quelle est la forme, je suis partant. C'est ton côté aventurier, certainement. Et voilà. Donc, je trouve que c'est une grande richesse quand il y a une collaboration. L'idée de ne pas savoir, moi, j'avais pu penser, tiens, l'arrière-côté poésie, pour filigrane, je me suis dit, tiens, c'est un enfant dans le dos, j'aurais pas vu ça. Donc finalement, je me suis dit, j'ai pas jamais réussi un livre d'artiste. Juste, je te réponds. J'ai pas très bien, enfin j'ai bien entendu ce que tu as dit, mais j'ai pas compris quelle était ta question. Oui, on a collaboré, mais bon. Et ça, il peut y avoir la surprise de ne pas collaborer et de dire la chose. Moi, j'ai tendance à penser que c'est en amitié avec l'artiste qu'on fait ça. Ce que faisaient les anciens improvisateurs. Oui. Mais moi j'ai fait des livres, puisque tu parles des éditions Sixtus, j'ai fait 5 ou 6 livres avec les éditions, et je n'ai jamais eu ce sentiment de frustration, parce que quand, par exemple, j'ai expliqué à Didier, puisque c'est avec lui que j'ai fait ce livre à 99 exemplaires, il a parfaitement compris pourquoi aussi il fallait qu'il y en ait 99. J'ai fait Puis Perdu qui est là-bas, et il a parfaitement compris quand je lui ai demandé que je voulais un papier, c'est le livre gris qui est dans les vitrines. Je lui ai dit, moi je veux un papier qui soit sourd et absorbant comme une robe de bure. Et il m'a trouvé ce papier. Quand ben, j'ai défini, je lui ai dit comment. Moi, mon modèle, si tu veux, même c'est Salammbô. Quand Flaubert, il explique à sa maîtresse qu'il veut faire un roman, il dit, je veux faire un roman pourpre. C'est-à-dire, il pose une tonalité. Il dit dans quelle tonalité il va jouer. Et moi, c'est ça, quand je dis je peux faire des livres d'artistes dans des registres différents, mais il s'agit de poser une tonalité. C'est-à-dire, on joue à quoi? Et on joue en La bémol ou en Do majeur. À partir du moment où on a posé ça, on peut négocier. Tout est négociable. Bon, je crois qu'il faut qu'on... Voilà, oui. Je te laisserai répondre. Propos de l'amitié, maintenant. En tout cas, oui, on vous attend pour boire un verre à la sortie. Et puis, je tiens à remercier chaleureusement Jean-François et André pour leur sympathie et puis leur enthousiasme tout au long de cette aventure. Merci. 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 Je tiens à vous signaler qu'il y a à la galerie Détroit, rue Magellan, le week-end 7, 8 et 13, 14 décembre, de 15h à 19h, l'usine à forme présente des éditions de livres d'artistes, notamment les éditions La Regondie et les éditions de Jean-François Demeur. Voilà. Merci.